Ok, bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne Open Chicken, je suis Vincent et je vous parle de ma formation chez Open Classroom. Alors, déjà, avant qu'on commence, j'espère que le générique vous aura plu, enfin en tout cas moi il m'a fait rire, voilà donc c'est le principal. C'est vrai que ça fait pas très sérieux, mais bon en même temps on n'est pas là pour se prendre la tête, on est là pour parler de choses sérieuses mais en mode détente, donc bah ma foi, j'espère que il vous aura plu. Après peut-être qu'il va changer, peut-être qu'on va le garder, je sais pas. Bon, on va essayer d'écourter un peu cette intro parce que la vidéo est longue comme vous le voyez. Donc la vidéo d'aujourd'hui, qu'est-ce que c'est? C'est une interview. Alors, j'ai déjà fait des interviews, j'en ai déjà fait deux, des interviews d'étudiants Open Classroom. Je te mettrai, ils sont dans les fiches ou en description directement. D'ailleurs, regardez la description parce que je vais commencer à mettre des choses intéressantes dessus. Aujourd'hui, c'est un peu différent parce que j'ai interviewé non pas un étudiant, mais un mentor. Ouh là là, la chaîne prend une autre dimension, là, travail de journaliste. Voilà, on rigole plus, donc j'ai interviewé un mentor. Alors, c'est pas un mentor que j'ai eu personnellement, on n'a jamais fait de session mentorat, mais c'est un mentor qui avait découvert mes vidéos YouTube, qui avait salué l'initiative, voilà, il m'a dit que bah, c'était une bonne idée et tout, nanana. Il m'a dit qu'il était déjà allé, qu'il avait déjà envoyé ses élèves sur mes vidéos, donc ça me faisait plaisir. Et du coup, on a un peu parlé par message privé sur le workplace d'Open Classroom, et je lui ai proposé qu'il témoigne sur ma chaîne, voilà, de faire l'interview, quoi. Alors pourquoi ? Pourquoi? Eh bien parce que du point de vue d'un mentor, on peut avoir accès à plein d'infos auxquelles on n'aurait pas accès. Voilà. On peut interviewer des gens qui ont fini leur formation, des gens qui sont en plein dedans, mais on n'aura jamais autant de recul et autant de vision globale qu'un mentor. Voilà. De par le fait que bah, c'est un mentor, il a vu plein d'élèves différents, il a vu l'évolution d'Open Classroom, c'est quelqu'un qui peut apporter beaucoup de choses, d'infos croustillantes, et également bah, l'arrière-boutique d'Open Classroom. Qu'est-ce qui se passe entre les mentors, qu'est-ce qu'il pense lui en tant que spécialiste de la formation et tout. Donc avoir le point de vue d'un mentor, c'est quelque chose, je pense, qui a beaucoup de valeur, et du coup bah ça me faisait j'avais très envie de la faire, et du coup ça me fait très plaisir, parce que comme vous le voyez, il a accepté. Alors, donc au programme, on va parler de beaucoup de choses. Déjà on va parler de l'arrière-boutique, comment ça se passe, les relations entre mentors et étudiants. On va parler du bénévolat, voilà, on va voir que tous les mentors n'ont pas la même façon, ils ne voient pas leur job de la même manière, à tort ou à raison, ça c'est pas la question. On va parler également de la rémunération des mentors, de la différence de traitement entre les étudiants autofinancés, donc qui payent eux-mêmes, et ceux qui passent par Pôle emploi, pardon. On va parler de comment ça se passe quand on a un étudiant et qui galère. On va parler de, eh bien, lui, son point de vue sur la formation en tant que spécialiste, en tant que développeur. On va parler de beaucoup de choses, plein d'autres choses que j'ai oubliées, mais vraiment, je te conseille de regarder la vidéo en entier parce que vraiment, il y a beaucoup de choses intéressantes qu'on va aborder, et eh bien j'espère qu'elle va te plaire autant qu'elle m'a plu. Donc, comme d'habitude, la vidéo est longue, la vidéo est encore plus longue que d'habitude, donc mon conseil, c'est que de l'audio, la vidéo. Faites quelque chose en même temps, voilà. Travaillez, écoutez ça en bruit de fond, reposez-vous, enfin voilà, ou alors dans les transports en commun, mais voilà, ne restez pas scotché devant l'écran, ça sert à rien. Ce qui est important, c'est de se concentrer sur l'audio. Ce que je vous conseille, moi, vu que la vidéo est longue, je le fais souvent, mettez la vidéo en accéléré, voilà, en x1,25, ça dénaturera pas trop le rythme de parole, ça sera plus agréable à écouter, je dirais, et puis bah, vous gagnerez du temps, voilà, la vidéo durera 40 minutes au lieu que 50, c'est tout bénef. C'est tout, je vous laisse profiter de la vidéo, et je vous récupère rapidement à la fin pour le débrief. On a parlé un petit peu sur le workplace, et donc tu es mentor chez Open Classroom, et tu m'as dit qu'effectivement tu avais regardé mes vidéos et tu avais estimé que c'était une bonne idée de faire de mettre en avant la parole un petit peu des mentors aussi, parce que bah de votre côté ça se passe pas forcément de la même manière pour les étudiants. Donc moi je t'ai jamais eu comme mentor, on va parler un petit peu de toi au début, et rapidement on va passer sur comment ça se passe donc au niveau d'Open Classroom, dans l'arrière-boutique, entre vous et les mentors. Comment est-ce que est-ce que tu penses qu'Open Classroom c'est une bonne façon de faire une formation par rapport au présentiel? Ensuite on va parler un petit peu des autres mentors, et puis on parlera ensuite du coup au niveau de la relation entre le mentor et l'étudiant, voilà, comment gérer les décrochages, comment faire, voilà, toutes ces questions du coup qu'on va aborder. Donc, eh bien, voilà, je te remercie d'avoir accepté cette interview, et puis du coup, je te laisse te présenter. D'accord, moi je suis mentor depuis le début d'année. En gros, donc je suis indépendant depuis des années. Je travaille dans le métier du web depuis plus de 12 ans maintenant. Suite à une reconversion professionnelle d'ailleurs. Ok, tu faisais quoi avant? J'étais dans l'armée. Ok.
engagé. Et aujourd'hui, je travaille, donc je produis des sites internet pour principalement des TPE, PME, des artisans, etc. Je suis aussi formateur pour un autre centre de formation. Et donc j'ai vu l'annonce de l'Open Classroom comme ça passer en me disant qu'il y avait une possibilité de faire profiter de son expérience à des apprenants en visioconférence à hauteur de 45 minutes par semaine. Ça fait un revenu d'appoint, faut pas se cacher. Ouais. Mais au-delà de ça, c'est vrai que ça me paraissait un petit peu intéressant comme ça d'avoir des étudiants qui potentiellement pouvaient venir d'un peu n'importe où et que j'allais les accompagner dans un processus de formation comme ceci, quoi. Donc ça m'a plu. J'ai présenté ma candidature qui a été acceptée. Euh, et voilà, donc j'ai commencé. On commence assez vite hein, en général. Ils m'ont dit, j'ai envoyé tous les papiers qu'il fallait fournir, mon diplôme, etc. Il me semble Euh, qu'il faut avoir 2 ans d'expérience pro dans son domaine pour devenir mentor, c'est ça? alors, je pense, oui. Alors moi, c'est peut-être une information qui m'a pas vraiment marqué puisque j'étais déjà beaucoup plus avancé, donc Ouais, euh, je pourrais pas te le dire avec précision. ok. Et, mais néanmoins, de ce que je vois, en tout cas, sur le groupe Workspace des mentors, il y a quand même beaucoup de gens qui ont l'air très expérimentés. Ouais, ouais. Ok, moi j'ai eu, pour l'instant, j'ai eu 3 mentors. J'en ai eu 2 pour qui ça s'est super bien passé. Donc là, j'en ai une toute nouvelle en plus. Ça se passe super bien. Il y en a un qui était un petit peu moins bon. Mais c'est vrai que mon précédent mentor, on en avait discuté avec lui aussi. Et apparemment, la plupart des mentors, ils ont un excellent niveau. Donc ça, c'est une bonne chose. Il m'avait dit que lui, justement, on lui avait demandé 2 ans, on avait demandé 2 ans d'expérience pro au minimum dans son Ouais. domaine. Comme je te disais, j'ignorais, mais ce que je peux dire, c'est qu'il y a vraiment une. Alors, entre les mentors qui participent, hein, encore une fois, toujours pareil, on a donc un groupe de messages et deux groupes, donc tous les mentors de Classroom et les mentors de développeurs web. En tout cas, ce qui nous intéresse, c'est les mentors de développeurs web. Ouais, exact. Des sujets assez pointus qui sont posés. Il y a des remarques sur les projets, des remises en question de pas mal de choses. Et donc, oui, il y a quand même. C'est très enrichissant. Enfin, les débats sont enrichissants. Les débats sont enrichissants côté mentor et ça me fait penser, encore une fois, c'est des gens qui participent, hein, mais qui a globalement quand même un bon niveau. Ok. Quelles sont selon toi les bonnes qualités pour être un mentor du coup? Parce que l'expérience pro, bah, du coup, c'est nécessaire pour apprendre, pour être un mentor, mais il y a aussi d'autres qualités humaines à avoir, je pense. Donc, qu'est-ce qui, selon toi, fait un bon mentor? Ouais, bah ça évidemment. Alors je vais rien t'apprendre, Vincent, mais c'est avoir de l'empathie, c'est avoir de la patience, c'est être pédagogue parce que finalement faire de nous, enfin qu'on soit qu'on soit professionnel ou pas, il faut on peut être le plus compétent possible dans son domaine. Si on n'arrive pas à transmettre l'information, c'est-à-dire à s'adapter à l'apprenant ou à l'apprenante qu'on a en face, ce savoir-là, il sera un petit peu gâché si tu me passes l'expression. Ouais, ouais. Donc, il faut aussi beaucoup savoir s'adapter. Il faut être très à l'écoute. Il faut comprendre, en gros, dans quelle situation, enfin, se mettre vraiment à la place de l'apprenant ou l'apprenante et se dire, ok, comment est-ce que cette personne-là, je peux l'accompagner. Alors, Ok. c'est marrant parce que ma compagne est professeure des écoles, donc elle a fait un bac plus 5 de pédagogie, etc. Ouais. Donc c'est des sujets dont on parle très régulièrement entre nous. Elle m'apporte aussi beaucoup et donc c'est un vrai challenge de savoir s'adapter à tous ces étudiants. Je veux dire, par exemple, j'ai là en ce moment, parce que j'ai 4 étudiants en ce moment, Ah, j'allais te demander justement combien t'as d'étudiants et combien de temps ça te prend ça par semaine. peut en avoir jusqu'à 20. Ok. Enfin, alors 20, ça fait quand même énormément, quoi. Bah, c'est du Parce plein que, temps, je pense. en vrai, c'est ça le paradoxe, parce qu'Open Classroom nous demande de travailler à côté. Il faut pas que ça soit, il faut absolument qu'on ait d'autres revenus. Une activité, des revenus à côté pour être mentor. Mais c'est vrai, 20, ça te bouffe parce qu'il faut préparer un petit peu en avance. Les sessions ont tendance à déborder. Après, il faut rédiger le compte rendu. Le compte rendu, parfois, il y a deux comptes rendus en fait. Il y a un compte rendu que vous recevez et un compte rendu que vous ne voyez pas. Ouais, exact. Il y en a un qu'on reçoit, ouais, ça Et je en le sais. fait, on a quatre options derrière. Ça nous permet de dire je suis inquiet, j'ai des doutes, je suis satisfait ou je suis fier.
et on a la possibilité, donc, alors on a l'obligation, quand on a une pression négative, de rédiger un compte rendu caché, et par contre, quand on a une positive, elle est facultative, mais on peut le faire quand même. Ouais, voilà, quatre étudiants qui sont tous très différents, si tu veux. Et j'en ai eu d'autres avant aussi qui étaient énormément. Enfin, c'est cette richesse, cette différence qui est assez folle, quoi. Et là, j'ai une apprenante qui, par exemple, elle fait 2 semaines sur le P2 et puis je l'ai envoyé passer sa soutenance. J'en ai un autre, il est dessus depuis beaucoup plus longtemps, depuis peut-être 2, 3 mois, quoi. Ok. Donc, tout le monde n'a pas les mêmes besoins, tout le monde n'a pas les mêmes capacités d'apprentissage. Et donc, c'est des challenges un petit peu différents à relever à chaque fois, quoi. Et donc, ça te prend combien de temps par semaine à peu près tes 4 étudiants? Parce que du coup, il y a le... Comment ça se passe la préparation enfin, pas d'une soutenance, mais d'une session mentorat? Bon, bah, Combien ça te prend de temps en tout de s'occuper en moyenne d'un étudiant, genre par exemple? en fait, ça va me prendre. Il faut compter. Il y a les 45 minutes, donc ça, c'est pour les étudiants qui sont financés. Les autofinancés, c'est que 30 minutes. Moi, j'en ai pas, parce que apparemment, il y a eu quand même beaucoup de recrutement grâce à Pôle emploi. Ok. Il faut savoir aussi que les étudiants, les sessions avec les étudiants autofinancés rapportent moins, mais on pourra parler J'avais une question par rapport à ça, ouais, justement, par rapport à la différence de traitement entre Pôle emploi et autofinancé. Ouais, tu veux en parler maintenant? Ouais, ouais, parce que du coup, moi, j'ai fait un premier mois en autofinancement parce que il y avait eu vraiment beaucoup de temps entre le moment où j'avais postulé chez Pôle emploi et le moment où ça a été pris en compte. Du coup, j'ai commencé l'autofinancement et au final, Pôle emploi s'est réveillé à la dernière minute. Pile quand j'ai commencé, du coup, j'ai mis en pause et bah, du coup, j'ai pu expérimenter. Du coup, j'ai tout recommencé. Bon, j'ai gardé mes projets, mais j'ai recommencé le processus en mode webinaire de présentation et tout. Et je me suis rendu compte du coup que les appels, au lieu de durer 30 minutes, déjà, bah, ils duraient 45 minutes. Donc j'avais demandé lors du webinaire de présentation comment ça se faisait. On m'a répondu simplement par message privé que c'était le bonus financement. Donc il y a peut-être d'autres différences, je sais pas. Non, non, c'est simplement ça. C'est Ok. simplement ça, c'est un quart d'heure en moins. C'est un quart d'heure en moins, et donc potentiellement, par contre, c'est moins bien. Enfin, pour nous, on est moins bien payé là-dessus. Ouais, mais comment ça se fait? Ah, Parce que parce que c'est dur dans longtemps du coup. oui, oui, c'est ça, oui, c'est un taux horaire, quoi. C'est un taux horaire, donc je peux regarder éventuellement avec transparence, hein, vous dire, voilà, donc ils font des appels à facturation, ils nous rappellent ce qu'il y a. Si tu veux, la facturation, c'est en fonction de niveau c'est en fonction de niveau. Ok. C'est-à-dire que, par exemple, prenez en main votre formation de développeur web, là, le P1, c'est un niveau 1. Niveau 1, pour un apprenant financé, voilà, c'est 30 euros. Il y a Ok. 5 niveaux comme ça, donc ça va jusqu'au niveau 5 qui est à 50. Donc ça fait 30, 35, 40, 45, 50. Donc il faut savoir que sur le parcours développeur web, ça va de 1 à 3. C'est-à-dire que voilà, le P1, il est niveau 1, le P2, P3, P4, peut-être P5, je sais plus, il doit être niveau 2, et Ouais. ensuite P7, niveau 3, quoi. Ok. Bah ça je savais pas, c'est intéressant du coup. Et donc, alors, par contre, pour les apprenants autofinancés, alors, effectivement, je viens de découvrir, parce que j'en ai pas, moi, mais je viens de découvrir les tarifs. C'est moins avantageux encore, puisque on divise par 2, alors que finalement, on n'enlève qu'un quart d'heure. Ok. On divise de plus par 2. Donc ça, c'est ce qu'on facture hors taxe pour chaque session. Et du coup, est-ce que le job de mentor, il ressemble à ce que tu imaginais ou pas depuis que t'es dedans? Je sais pas trop, parce que quand j'ai postulé, j'étais assez excité de m'embarquer dans le truc. Et je regardais, j'étais beaucoup sur Workplace pour regarder un petit peu. Et je t'avoue que j'étais très agréablement surpris par l'esprit d'émulation qu'il y avait entre les différents apprenants, les mentors, que tout le monde venait s'aider, qu'on partageait des problèmes. Et puis j'étais pas surchargé par le travail à cette époque. Et puis je prenais un peu de plaisir à répondre aux étudiants et tout. J'aimais vraiment bien ce fonctionnement. Et puis évidemment, c'est après quand tu commences, j'ai vu qu'il y avait certaines limites quand même à la formation, enfin peut-être pas à la formation en elle-même, mais tout du moins de comment certaines choses se passent. Tu penses à Et quoi bon, par exemple? euh,
Par exemple, alors on en a beaucoup parlé, toi et moi, mais c'est le bénévolat. Ah oui. Et, c'est vrai que moi, ça me dérange pas. Alors, je vais expliquer ce que c'est que le bénévolat. C'est-à-dire qu'on est beaucoup de mentors à considérer qu'on ne peut pas abandonner un étudiant qui est en difficulté. Parce que, voilà, 45 minutes, c'est très court. Moi, 45 minutes, 45 minutes, c'est très court. Et puis, ça paraît aussi très long. Je te parle de mon étudiante que j'ai envoyée au bout de 2 semaines sur se passer sa soutenance sur le P2. J'étais embêté parce que je regardais son code, je regardais ce qu'elle avait fait, mais tout était Et impeccable, t'avais quoi. rien à dire, quoi. Genre pendant 45 minutes, c'était bon, bah c'est bien, c'est bien. J'ai dû la faire chier sur des détails. Euh, euh, bon, j'ai trouvé deux, trois trucs qui, quand même, pour dire, ah, attention, hein. Ouais. Mais voilà, enfin, elle, 45 minutes, ça lui suffit amplement. Ça lui suffit amplement. Elle avait quelques questions, elle a toujours quelques questions qu'elle prépare à l'avance, etc. Enfin bon, Mais c'était pas le cas de tout le monde, du coup. voilà, donc c'est pas le cas de tout le monde. Et donc, t'as des apprenants qui, surtout ceux qui sont en reconversion professionnelle, hein, tu peux t'imaginer quand tu t'as passé un certain âge et que tu te relances dans une... T'as fait 20 ans, t'as été 20 ans à un poste, puis suite à un licenciement d'un grand groupe, tu te retrouves comme ça, sans rien. Bah ouais, je vois très bien parce que du coup j'ai sorti une vidéo hier qui parle justement de ça. Je pense, enfin je sais pas si j'ai eu le temps de la regarder, j'ai sorti hier, mais en gros c'est des conseils pour finir la formation dans les 6 mois, pour un débutant. Et je parlais qu'un des critères importants c'était bah, justement quand on est en reconversion professionnelle et qu'on arrive là et qu'on n'a jamais touché un ordi et que bah on sait pas trop à quoi s'attendre et tout, bah c'est vrai que en général c'est un profil d'étudiant qui va peut-être, enfin je pense, mais peut-être que tu me le confirmes du coup, que bah ce genre de personne va en général avoir plus de mal que les autres. Oui, alors en plus, je te le confirme, mais je te le confirme aussi là où je travaille. J'interviens, je fais des formations web en prison aussi. Ouais, ah oui, c'est vrai, tu m'avais dit. Euh, et donc, tu vois très bien la différence entre les jeunes qui ont baigné dedans et puis les moins jeunes qui sont un petit peu là parce qu'il y a une promesse de remise de peine s'ils suivent la formation, mais qui en fait ne connaissent, enfin, n'arrivent même pas à taper sur un clavier. Donc, Ouais, bon, je dirais pas que, je vais pas dire du tout qu'on en est là au niveau d'Open Classroom, pas du tout. ouais, c'est un peu. Ouais, Ouais, faire du les gens qui vont football. chez Open Classroom, ils savent un peu plus ce qu'ils veulent, je pense. Oui, 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 oui. Moi, mon apprenant qui est en difficulté, il a il est pas très à l'aise avec l'outil informatique, même s'il est beaucoup passionné par ça. Il lui manque encore certains réflexes. D'ailleurs, son fils est beaucoup plus, on en rigole ensemble, mais c'est vrai que parfois son fils vient l'aider. Donc bon, voilà, voilà. Et il est très volontaire, il est très travailleur surtout. C'est vraiment impressionnant. Mais ça a été extrêmement difficile pour lui. C'est extrêmement difficile. Le fait d'être dématérialisé comme ça, tu sens que ça le déstabilise. Mais du Il perd coup, beaucoup ses moyens, alors qu'il me dit, ah, mais si enfin, moi quand je suis en présentiel, j'étais en formation, j'étais toujours la personne qui posait le plus de questions, qui participait, et puis là, j'arrive pas, je sais pas. mais du Et coup, comment est-ce que, du coup, par rapport comment tu fais avec ce type de personnes? Parce que du coup, on parlait du bénévolat. Comment est-ce que tu fais quand les personnes elles ont du mal et qu'elles galèrent à avancer? voilà, alors lui, bon, c'est vraiment le cas extrême, tu vois. Mais généralement, mes autres apprenants, quand ils ont besoin, je suis obligé de faire des sessions plus longues. Ok. C'est-à-dire, enfin, je suis obligé. Moralement, tu vois, c'est que on nous demande, en fait, notre rôle de mentor, c'est d'accompagner l'étudiant, c'est de l'aider à conserver intacte sa motivation, c'est très important. Et, euh, et c'est aussi, c'est pas faire des cours magistraux, on n'est pas là pour ça, mais par contre, débloquer quand il y a besoin, ça oui. Et quand on arrive sur des projets je sais pas, par exemple, tu arrives sur le P7 où il faut quand même un petit peu être vigilant sur. Enfin, il peut y avoir une erreur, elle peut venir de plusieurs problèmes à la fois, quoi, quand tu commences Elles peuvent venir de partout, ouais.
quand tu commences à développer, alors t'as pas forcément la main sur tout, ton apprenant t'as pas remis la base de données à jour ou machin, puis donc tu peux pas forcément suivre. Et puis des fois tu fais deux étudiants à la suite, donc tu passes d'un P3 où tu as regardé les animations CSS, après du Node.js ou machin. Donc ça demande une petite gymnastique de l'esprit aussi, et on est amené quand même, ouais, voilà, à rester plus longtemps que 45 minutes quand les projets deviennent assez complexes, par exemple, ou quand l'étudiant, encore une fois, bah ouais, il en a vraiment besoin, il a des questions. Enfin, je veux dire, quand bah, je suis formateur, j'étais instructeur pardon, aussi à l'armée. Je fais du bénévolat aussi dans l'associatif où je donne des cours dans le domaine artistique. Donc la formation, c'est quelque chose qui me tient à cœur, de transmettre le savoir. Et voilà, quand tu as un étudiant qui a des questions, tu peux pas décemment lui dire bon bah écoute gros, non, c'est terminé. Ouais, Alors il y a deux écoles du coup, parce ouais, c'est que ce que tu m'avais dit. voilà, c'est ça. Le débat a été lancé plusieurs reprises donc dans le groupe de messagerie Workplace. Alors le groupe de messagerie Workplace, faut savoir qu'il y a le staff d'Open Classroom qui est dessus, Ok, mais ils ne réagissent jamais en fait, ils n'interagissent jamais. ok, ils sont observateurs, quoi. Ouais, quand des fois on essaie d'interpeller, etc. Bon, il n'y a pas de réaction, donc ils sont vraiment juste dans l'observation de ce qui se dit. Et donc on parle du bénévolat, et alors quand je dis de ça, deux ambiances, c'est en fait voilà, il y en a qui considèrent que bah, nous on fournit une prestation à Open Classroom. C'est Open Classroom qui est responsable de la gestion de la formation. Ils ont décidé que ce format, voilà, enfin c'était ce format et ça suffisait. Donc voilà. Et les autres qui se disent, bah, un peu comme moi, bah oui, mais quand même, comment tu fais quand tu vas ton apprenant et ce que je remarque beaucoup, c'est j'ai regardé un petit peu les profils, tu vois, de la team A et la team B. Je dis ça vraiment grossièrement. Ah ouais. C'est que la team des gens qui sont plus dans le truc, bon bah voilà, on fournit une prestation, généralement des gens qui ont beaucoup plus d'expérience avec Open Classroom, qui sont là depuis plusieurs années. Ok, donc plus les gens ont l'habitude d'Open Classroom, plus ils sont ok pour faire ce que tu appelles du bénévolat. Non, non, au contraire. Ah, c'est le Voilà. contraire? Au contraire. C'est en fait, c'est des gens qui ont fait ça depuis enfin, qui sont là depuis plusieurs années, et les gens qui sont là à dire, ah ouais, mais généralement, c'est beaucoup un peu de nouveau. C'est de ce que j'ai regardé, hein. Après, c'est pas Pas une une règle, mais ouais. éthique, hein, mais je me suis dit, tiens, qui est plutôt pour, qui est plutôt contre, et, et voilà. Donc, petite tendance quand même. Mais donc voilà, en fonction du mentor que tu as, il y en a qui vont te donner un peu plus de temps, et d'autres un peu moins. C'est vrai, mais c'est vrai que je m'attendais vraiment pas à ça au début, quoi. Après, j'en ai fait beaucoup avec mon étudiant qui avait des problèmes, mais comme j'avais du temps aussi pour moi, ça me permettait aussi de tisser du lien avec cette personne. Et donc, même si, alors là, le seul bémol que j'ai à faire, c'est que j'ai mis au moins 4 semaines de suite que j'étais inquiet en rédigeant des rapports, et j'avais prévenu donc mon étudiant, et j'ai pas eu de réponse d'Open Classroom. Ah, Non. Donc, de ce que j'ai compris, on m'aurait dit que le bouton «Je suis inquiet» et les comptes rendus, c'est pas trop où ils atterrissent. Qu'apparemment il faudrait écrire Open Classroom pour signaler donc sur hello.mentor. ah ouais, 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 l'adresse mail, ouais. Mais les témoignages que j'ai recueillis, c'est en gros les gens qui ont fait ça, ils ont perdu leurs étudiants, ils ont été transférés, quoi, à un autre mentor. Ah ouais. Et moi je me disais bah oui, mais zut, tu vois, enfin déjà connaissant mon apprenant et ses difficultés, si on lui change de mentor, quelqu'un qui est peut-être, enfin, qui va pas, c'est sûr qu'il va pas pouvoir s'investir autant que je me suis investi, et qu'il n'y a pas, ça va être extrêmement déstabilisant pour lui, et je sais pas si c'est la bonne solution. Après, je sais pas encore une fois si c'est vrai qu'ils font systématiquement ça ou pas, ça je peux pas le dire. Ouais. Voilà, c'est des discussions de mentors qui viennent me dire ah machin. Et donc quand tu as ce type d'étudiant par exemple et que tu en as qui décrochent complètement, comment est-ce que tu fais pour les gérer? Et aussi une autre question, c'est est-ce que la majorité des élèves du coup dans quel état d'esprit ils sont? Est-ce qu'ils finissent dans les temps? Est-ce que ils avancent bien ou est-ce que la plupart galèrent? Ça c'est quelque chose que j'arrive pas trop à me situer.
Non, ils avancent bien en fait. Ils avancent bien. Donc la plupart de tes étudiants, La recordman, la plupart de tes étudiants, du coup, la recordman que j'ai eue, elle a terminé. Ah, pardon. Excuse-moi. Ouais, j'ai un petit problème de réseau, je crois. La plupart de tes étudiants, du coup, ça se passe bien, ils arrivent à avancer sans prendre trop de retard. Enfin, sans prendre de retard du tout. Oui, oui, oui. Alors, la plupart, ça va. Honnêtement, ça va. La recordman, pour le moment, elle a fini en 4 mois sur 6. Ok. Euh, donc, bah, très bien. Et puis, bon vent à elle. Bah, non, 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 mais très bien. Enfin, je suis entièrement content pour elle. Ouais, ouais. Et les autres, oui, ils avancent bien. Ouais, ouais. Donc t'as pas Il y a- trop de cas de personnes qui finissent en retard, du coup. pour le moment, j'en ai un. Après avoir, hein, là, j'en ai des nouveaux qui sont arrivés. Il y a l'air d'avoir eu un nouveau batch. En gros, on a une limite nous, qu'on saisit. Quand je disais qu'on pouvait en prendre 20 maximum, c'est nous qui saisissons la limite. Et tant que la limite n'est pas atteinte, tu peux recevoir un étudiant n'importe quand. Ok. Et quand tu vois que un élève va droit dans le mur et que tu sais toi en tant que mentor parce que tu as l'habitude, tu sais que c'est pas fait pour lui le dev, que bah ça sert, enfin en gros, enfin, à part prendre du retard et galérer et pas avancer quoi, enfin c'est pas fait pour lui quoi. Est-ce que t'as déjà eu ce cas et comment faire du coup quand tu sais que vraiment ça sert à rien Moi, d'insister je l'ai en prison parce qu'on manque de moyens et on manque de plein de trucs et tout ça, mais en réalité, je pense pas que on ne soit pas fait pour le dev, ça se travaille. Enfin, évidemment, il y a des gens qui vont y arriver beaucoup mieux, évidemment, et c'est là en fait que je serais un peu plus critique vis-à-vis d'Open Classroom, c'est que euh, les étudiants qui en ont le plus besoin, on devrait avoir des moyens supplémentaires pour pouvoir les aider, mais de façon pas de façon bénévole, j'allais dire presque sous le manteau, quoi, Hmm. mais quelque chose de vraiment officiel. Je suis pas en tant que formateur dans plusieurs domaines depuis des années. J'ai jamais dit à quelqu'un tu y arriveras pas, tu peux pas. C'est pas du tout dans ma philosophie. Donc c'est pour ça justement que je fais beaucoup plus de bénévolat. Techniquement, ce que j'avais mis en place avec mon apprenant, on a fait ça pendant une semaine et demie, où on se voyait 1 heure tous les matins et nos sessions hebdomadaires duraient entre 2 et 3 heures. Ah ok, Euh, oui c'est vrai, donc tous les jours 1 heure, ah ouais bah là c'est ouais. Et ça, c'était pour le mettre le pied à l'étrier parce que je l'ai retrouvé dans des états pas possibles, dans une perte de confiance en lui, qui était totale, et donc avec tout ce que ça entraîne, tu vois, c'est une mise en abîme de l'échec. Donc, bah, pour sortir de ça, voilà, j'ai dû investir énormément de temps. J'ai essayé de fonctionner un petit peu comme les méthodes agiles, sauf que bon, bah, l'entretien normalement, il dure 10 minutes, il dure le matin et il dure pas 1 heure, quoi. Ouais. Il en avait vraiment besoin. Il avait besoin voilà, de reprendre confiance en lui. Et puis un jour, il est arrivé en me disant, écoute, là, j'ai recommencé, j'ai passé la nuit, j'ai recommencé tout mon projet. Mais là, vraiment, je suis en train de comprendre. Là, vraiment, je comprends ce que je fais. Ah c'est bien, Bah oui. Et enfin, c'est ce qui fait toute la différence, tu vois. bah oui c'est sûr. Donc, bah, à ce niveau-là. Après, bah, tu vois, la mission, elle est déjà. Donc, après, j'ai arrêté de le biberonner comme ça. Et il est reparti complètement autonome, beaucoup plus sûr de lui, avec le retard qu'il a pris certes, mais qui travaille très très tard le soir pour le combler. Et voilà, il est bien reparti, quoi. Mais ça m'a coûté, moi ça m'a coûté en temps, quoi. Ça m'a coûté en temps, en énergie. Et tu penses il y a plus une majorité de mentors qui est dans cet état d'esprit où on aide quoi qu'il arrive, voilà, ou plus de mentors dans l'état d'esprit où notre employeur c'est Open Classroom et c'est Open de Classroom de gérer ce genre de problème. Je pense que Ouais, c'est une bonne question, c'est difficile à dire parce que moi tout ce que j'ai, je le vois par le prisme donc des réseaux sociaux, de Workplace, des groupes ou de la messagerie. Le débat, enfin, il y a toujours, les débats sont animés. Je dirais qu'il y a quand même peut-être légèrement, j'ai vu légèrement plus de personnes qui disaient qu'ils faisaient du bénévolat, etc. Mais après, parce que c'est peut-être une position qui est plus facile à défendre aussi, je pense, en public. ouais, il y a peut-être plus de gens dans les gens qui votent, il y en a peut-être plus qui votent qui sont bénévoles que les autres. Peut-être que les autres ne votent pas parce que c'est plus dur à montrer publiquement peut-être. Enfin, c'est pas des votes, c'est des discussions, hein, tu Ouais. vois. On lance des débats.
Les gens répondent et c'est assez passionné. Alors ça, par contre, c'est une bonne qualité parce que ça soit, c'est vraiment des gens qui sont passionnés par ce qu'ils font et la qualité du débat, d'ailleurs, ça en ressent. Et par rapport à Open Classroom, du coup, est-ce que tu penses que c'est une bonne façon d'apprendre par rapport au présentiel? Parce que tout à l'heure, tu me parlais qu'il y a des étudiants, jamais tu as eu un cas où un étudiant, enfin, jamais tu dirais à un étudiant que c'est pas fait pour lui, mais peut-être que ce type de formation, tu vois, est-ce que tu penses que Open Classroom, c'est une bonne façon d'apprendre par rapport au présentiel, par rapport à des formations comme Oclog, bon, c'est du téléprésentiel, ou des formations classiques, en classe et tout? Tu as déjà répondu à cette question en réalité dans une de tes précédentes interviews, c'est qu'il faut être très autonome. Ouais. Il faut être très organisé, il faut être autonome. Enfin, voilà, il y a pas très motivé aussi. Ça évidemment, voilà, parce que quand tu n'as pas cette façon de travailler de manière dématérialisée, bon, alors maintenant il y a des gens qui ont un peu d'expérience avec le confinement, etc. Mais si tu n'as jamais dû te prendre en main comme ça et rester chez toi, c'est-à-dire de travailler sur le lieu où tu vis, moi ce que j'ai fait pendant des années en tant qu'indépendant, par exemple, bah, ça peut être décontenançant. Ça n'a pas toujours été facile pour moi quand j'ai commencé au début. Ça demande beaucoup de rigueur, beaucoup de discipline vis-à-vis de soi. C'est pas toujours très agréable. Surtout que là, bah, j'imagine qu'il y a les beaux jours qui reviennent. Exact. Ça va être pour beaucoup. C'est également ce dont je parle dans ma dernière vidéo, c'est que Ah, ok. l'appel du soleil quand il fait beau et tout, que tu galères, bah, c'est facile de se dire, bon allez, dans tous les cas, j'avance pas, je vais aller profiter dehors et puis je m'y retournerai plus tard et finalement, bah, tu fais ça chaque fois que tu bloques et... Oui, alors par contre, alors ça je veux donner un conseil aux étudiants et enfin, aux futurs développeurs et développeuses. Quand vous bloquez sur un truc, des fois allez faire un tour, mais revenez vite quoi. Mais faire un tour, manger un morceau, penser à autre chose, ça aide vraiment quoi. Ça aide Ah ouais? vraiment. Ouais, moi je le fais beaucoup. Je le fais beaucoup, parce qu'il faut se vider la tête à des moments. Il faut vraiment se vider la tête. Donc ça, je fais une Ok. petite parenthèse, mais par exemple, si moi, quand je lève pour un client, et à passer 18 heures, j'arrête de faire des trucs un peu touchy, tu vois, parce que je sais que sinon, ça va me foutre la soirée en l'air si je plante mon application. Ouais. Donc c'est important d'avoir des pauses, c'est important de s'aérer. C'est un métier qui demande beaucoup de concentration, qui demande une bonne petite couche d'abstraction aussi. Donc, quand on n'est pas habitué, quand on est en train de travailler ces compétences-là, ça peut fatiguer assez vite. Et prendre l'air, récupérer un peu de soleil, de la vitamine, ça peut être une bonne idée. Mais voilà, c'est faire un tour, profiter du beau temps, et c'est pas aller boire des coups en terrasse pendant 3 heures. Ouais, ok. Bon, bah, t'as bien contrebalancé un peu avec mon précédent conseil, mais du coup, bah, ça permet d'avoir un avis différent. Et est-ce que tu penses que, à l'issue de la formation Open Classroom, pour quelqu'un, du coup, qui l'aurait fait en entier, dans les temps ou non, mais quoi, qui aurait fait la formation, en tout cas, et qui aurait fini les 7 projets, est-ce que tu penses qu'il a un niveau, tu penses qu'il a un niveau qui lui permet de faire quoi? Est-ce qu'il est directement employable? Tu conseilles quoi à la fin de la formation? Alors, Comment doit si se la situer l'étudiant, genre? Si honnêtement, moi j'ai fait une première formation en 2008, 2010, et j'en ai fait une deuxième c'était quand? C'était 2015-2017, et je vois le niveau des formations augmenter drastiquement en qualité, par exemple, Ah ok. depuis. Ah, je Ouais. pensais l'inverse, moi. Je pensais que justement avec tous les nouveaux bootcamps qui arrivent et tout, on te permet de devenir développeur super rapidement. Je pensais que le niveau il était tiré vers le bas pour vite pouvoir devenir, bah, tu sais, freelance en 6 mois et tout. Puis en gros, je pensais que je pensais que justement la qualité était tirée vers le bas. Je la trouve, alors la formation d'Open Classroom, je la trouve très exigeante et très complète. Elle va crescendo en plus, ce qui est très bien. Elle te permet d'avoir des connaissances en front, en back, mais c'est quand même beaucoup de connaissances, parce que par contre, il faut pas s'en tenir uniquement aux cours qui sont sur Open Classroom. Ça, de toute façon, je pense que tout le monde le sait depuis le P1. Oui. Mais elle reste, et les projets, en fait, c'est pas tant les cours ou pas, c'est vraiment les projets, moi, qui me semblent intéressants. Ils sont imposés.
Ils sont posés de façon, bah déjà, ils vous mettent en situation. Typiquement, recevoir un vieux mail ou un vieux message WhatsApp en guise de cahier des charges, ça s'est vu, tu vois. Ouais. Ça se avec où il manque la moitié des trucs ou machin. Enfin, mais cette version-là, un petit peu, ah j'ai besoin de ça, où on te sollicite, on te renvoie un mail pour dire ah oui, fait, il faudra penser à. C'est assez sur le modèle de l'entreprise, donc c'est plutôt porté à leur crédit. Et les projets sont intéressants et ils soulèvent à chaque fois des compétences qui vont être requises. Le fait très tôt de parler de workflow, le fait très tôt de vous sensibiliser à l'accessibilité, de vous sensibiliser à la sécurité aussi, ça c'est tellement important que je comprends pas pourquoi un développeur a pas plus de formation, un petit peu de hacking et Ouais. l'idée étant évidemment de ne pas être malveillant, mais savoir comment sécuriser ses applications. Ouais, ne serait-ce que bah là je commence à voir Node.js, les modules Bcrypt, tout ça quoi, là, tout ce qui touche à la cybersécurité et tout. Ouais, oui, bah oui, c'est des questions qui sont non seulement passionnantes mais aussi fondamentales. Donc tout est vu dedans, tout est, enfin il y a vraiment, et puis cette courbe d'apprentissage, elle me semble pas trop mal de ce que je vois des projets, de ce que je comprends, enfin de mon analyse et de mon expérience aussi. Après, est-ce que si quelqu'un qui a suivi ça, est-ce que tu l'embauches derrière? Ben, je veux dire, vous avez vos projets qui sont des portfolios. Ouais. Alors, j'imagine qu'il y a tellement de diplômés Open Classroom qui vont sortir que vous serez probablement les gens qui sortent diplômés de cette formation par rapport aux autres candidats diplômés aussi d'Open Classroom. Vous serez probablement choisi en fonction de la qualité de votre projet. Mais c'est quand même déjà quelque chose d'avoir du concret à présenter, d'avoir voilà comment j'ai travaillé pendant ma formation. Bon, certes le code n'est peut-être pas parfait, mais, mais en tout cas vous montrez que vous avez validé des compétences. De toute façon, en tant que mentor, on a une liste de compétences sur chaque projet qu'on doit valider. Je ne sais Ouais. pas comment ils fonctionnent tes mentors, ils ont fonctionné. Moi, je leur donne la liste des compétences. Et une fois que j'estime qu'ils sont prêts, on passe en revue point par point. Qu'est-ce qu'ils ont fait, là où c'est réussi, là où ça doit être travaillé, etc. C'est une sorte de préparation à la soutenance qu'on nous demande qu'on nous demande de faire. Donc selon toi, on peut légitimement se prétendre développeur junior à l'issue de la formation si on a... Un développeur junior, ouais, clairement. Ok. Après, Même pour les débutants total, genre. bah, s'ils ont réussi tous les projets, oui, s'ils ont arrivé à la fin du P7, oui, clairement. Ouais. Ok. Le P7, il est quand même assez exigeant. Il faut pas se le cacher. Bah, le P7, il me semble, bon, j'en suis pas encore, mais j'ai regardé, il me semble que c'est du coup Node avec SQL, enfin Node Express SQL, un framework au choix ou du JavaScript, mais en tout cas, faut faire tout le back-end et tout le front-end, la base de données, l'accessibilité, faut tout checker quoi. Ouais, il faut que les sessions persistent, il faut que les infos soient chiffrées en base, enfin les infos de connexion soient chiffrées en base. Euh, t'as tout le principe de like, de commentaire à chaque fois à Facebook implémenté. Donc ouais, c'est un projet qui requiert pas mal de technicité. Ouais. Ok. Et donc, si tu es capable de réussir ça, ouais, tu peux décemment prétendre un job. En qualité de junior, hein, ça veut pas dire que tu Oui, oui. seras un développeur sensationnel, mais ça veut dire que tu auras les bases suffisantes pour être arrivé en entreprise. Sachant qu'en entreprise, de toute façon, dans une boîte, on va dire, qui fonctionne avec un fonctionnement classique, il y a toujours un lead dev, que ce soit front ou back, et généralement, il prend le profil junior sous son aile en arrivant. Ok, bah ça c'est ça, je savais pas du tout ça, ça m'intéresse, Ouais, donc c'est cool. en entreprise, dans l'entreprise, on te monte beaucoup en compétences. On te monte énormément en compétences. Et puis, par exemple, si tu arrives et qu'il y a un framework que tu connais pas, enfin, il y a quelqu'un qui va tu vas te mettre, on va te placer à côté de quelqu'un qui s'y connaît, quoi, qui touche. Et dès que tu as un souci, tu donnes un coup de coude. Tu peux regarder, s'il te plaît. Ok. Voilà. Euh, j'ai une question, je sais pas si enfin je pense qu'Open Classroom est au courant parce que ils sont pas bêtes, mais tous les projets sont hébergés, enfin beaucoup de projets sont hébergés sur GitHub.
Oui. Moi, j'ai commencé la formation j'ai commencé la formation le temps que Pôle emploi prenne ma formation en main. J'avais déjà commencé les P2, P3. Est-ce qu'ils sont au courant que du coup on peut trouver les projets comme ça? Est-ce qu'ils se doutent aussi que bah il y a peut-être sûrement des cas de plagiat, des gens qui copient du code parce que bah il y a plein de versions de code possibles pour un même projet. On peut aller piocher à droite à gauche. Oui, oui, bah, évidemment. Alors ça, c'est un sujet qui a été soulevé encore une fois sur le chat mentor, hein, évidemment. Mhm. Un mentor évaluateur, ou je sais plus s'il était évaluateur ou pas, mais qui disait, bon, là, clairement, le mec, il a tout pompé, quoi. Et Et vous c'est faites quoi qu'est-ce du qu'on... coup? Hmm. Vous faites quoi du coup quand c'est comme ça? Justement, donc on en a discuté, les avis n'étaient pas spécialement toujours les mêmes. Il y en a qui disaient, bah, tu l'envoies, enfin, tu lui dis que c'est pompé, donc il recommence. Il y en a d'autres qui lui disaient, bah, s'il arrive à expliquer encore, bon, bah, pourquoi pas. On n'a pas, alors à ma connaissance, encore une fois, parce que je suis pas tout le temps sur WordPress, il n'y a pas eu de retour d'Open Classrooms dessus. Mais je sais que le plagiat, par contre, c'est quelque chose qui est, enfin, ils en avaient parlé, ils n'avaient pas répondu sur cette conversation-là, mais ils en avaient parlé en disant que c'était quelque chose enfin, c'était rédhibitoire, quoi. Sur le workplace, ils ont mis un post, il y a quelque chose, je dirais, comme il y a un mois. Ils ont mis un post du style, pour rappel, ouais, tout ce qui est plagiat et tout, ce sera sanctionné des coupures de la Voilà, ouais. formation et tout, donc pour ça je demandais. Ils avaient, voilà, ils ont pas, ils ont réagi à côté. Mais donc oui, oui, parce qu'on se posait la question. Et puis alors, bah, moi, je me pose aussi la question de comment est-ce que tu peux savoir, à moins qu'un étudiant a clairement plagié ou pas. Ouais. Je sais que j'en demande beaucoup. Moi, je demande d'expliquer hein, comment t'es arrivé à faire ça, pourquoi t'as utilisé tel élément. En fait, c'est plus dans le but de les protéger parce que s'ils arrivent en soutenance et qu'ils se prennent enfin, qui se prennent un refus ou un truc. J'ai pas, enfin, c'est une mise en scène de l'échec que j'ai pas spécialement envie de gérer. Je préfère qu'ils soient dans une dynamique positive, donc les envoyer vraiment quand ils sont sûrs. J'ai pas été confronté au cas pour le moment. Je peux dire même mon apprenant qui a pris du retard, il a toujours mis un point d'honneur à produire par lui-même. Donc, Ok. j'espère pas tomber sur ce type de profil. Après, bon, le moment venu, je pense qu'il faut considérer la situation en fonction de la gravité des faits, quoi. Si c'est le gars a eu un bug et qu'il est allé chercher la solution sur Stack Overflow, qu'il a copié-collé, bon. Par contre, si c'est vraiment du plagiat de quelqu'un d'autre, d'une autre personne, ça, oui, c'est du vol de propriété intellectuelle, donc ça, Ouais. ça me pose. Parce que c'est vrai que Stack Overflow, bon, c'est un peu le. C'est limite, je vais pas dire le principe de Stack Overflow, mais un peu, quand t'as un problème, tu cherches sur Stack Overflow et puis tu copies-colles tu code. Si c'est juste un petit bout de fonction, voilà, c'est pas grand-chose. Là, bon, allez, hop. Du coup, on va arriver sur les questions de la fin. Quel point devrait améliorer Open Classroom selon toi? Donc ça peut être n'importe quoi, ça peut être au niveau des mentors, au niveau du parcours, au niveau des étudiants, mais qu'est-ce que Open Classroom devrait améliorer pour améliorer la formation? Ce qui pourrait améliorer, ça serait probablement de prendre en compte le bouton «Je suis inquiet», ça c'est une première chose. Ok. Mm. Et qu'il y ait des dispositifs qui soient adaptés justement au profil qui demande plus d'attention. C'est je veux dire, quand on est dans une salle de classe standard, enfin une salle de cours, pardon, standard, il y a toujours des élèves qui vont mieux, il y en a qui sont plus lents. Et bah pour ceux qui vont mieux, on leur fait de la différenciation, c'est-à-dire qu'on va leur mettre des exercices plus difficiles ou avec des paliers qu'ils doivent atteindre et que les autres non. Et on a plus de temps à consacrer à ceux qui en ont besoin, quoi. Parce que finalement, ceux qui vont bien, ils sont autonomes. Et voilà, donc il faudrait essayer de trouver un petit peu cette espèce d'harmonie qu'on peut retrouver dans une salle de classe. Ok, donc en gros, mieux prendre en charge les personnes qui ont des difficultés pour s'adapter à tout le monde, quoi. Pas, enfin, en fait, je sais pas comment ça se passe administrativement, tu vois, toutes ces questions-là, nous, on n'a aucune compétence dessus. D'ailleurs, si nos apprenants nous posent des questions, on doit les renvoyer vers Open Classroom. Donc, je sais pas du tout, j'ai pas été confronté encore à ça. Qu'est-ce qui se passe si un élève finit pas à l'heure? Qu'est-ce qui se passe si
si ceci, si cela. On n'a pas trop de visibilité là-dessus. Et, Ok. et c'est un petit peu dommage. Alors là, ils vont nous organiser un webinar dans quelques jours, un petit peu comme vous, mais pour nous. Ok. Donc, je pense qu'on va pouvoir faire remonter, on va discuter de plusieurs sujets, pouvoir faire remonter plusieurs informations sur un petit peu tout, hein, parce que, par exemple, les projets, quand ils sont modifiés, c'est généralement parce que les mentors ont trouvé qu'il y avait des choses qui n'étaient pas correctes dedans, qu'il va être amélioré, donc ça a été débattu, ça a été argumenté, et puis à ce moment-là, il y a une demande de mise à jour qui se fait, et les projets sont mis à jour. Donc, tu vois, il y a vraiment plein d'aspects, il y a vraiment plein d'aspects différents. Ok. Est-ce que tu as des anecdotes à raconter, des choses qui t'ont marqué depuis que t'es mentor chez Open Classroom? Genre peut-être au niveau de tes étudiants, je sais pas. Bah, en fait, mes étudiants, il y en a pas un pareil, quoi. Alors, tu vas me dire, évidemment, tout le monde est unique, etc. Mais ce que je veux dire, c'est des profils qui sont mais tellement aux antipodes les uns les autres. Tu vois, moi, je faisais du présentiel il y a 10 ans. Bon, bah, je veux pas caricaturer, mais on était majoritairement une bande de petits geeks. Il y avait une seule femme, et puis voilà. Là, je devais être le plus bronzé aussi du truc, alors que je suis pas très. Et là, aujourd'hui, bah, on voit des gens de tous horizons, de tout âge, de tout genre. Beaucoup sont en reconversion professionnelle. Ils sont tous en découverte un petit peu. C'est assez intéressant. Puis voilà, je dis, il y a beaucoup de femmes, et c'est tant mieux. Il y a beaucoup de diversité enfin, de personnes issues de l'immigration ou non, parce que derrière, il y a des gens qui viennent d'autres pays aussi qui suivent la formation. Ouais. Mais en tout cas, j'ai que des Français, mais avec quand même cette diversité-là, et qui fait un petit peu chaud au cœur, parce que il y a quelques années en arrière, comme je te disais, voilà, les boîtes d'informatique, c'était beaucoup de mecs blancs, quoi. Avec tous ces clichés, et c'est vrai que la profession a tellement évolué ces dernières années, ça s'est profondément modifié en mieux, hein, en bien, bah, que ça fait un peu plaisir d'avoir ces gens-là en face, toute cette diversité. Ok. Mm. Dernière question, la question de l'espoir. Est-ce que tu as des conseils pour les étudiants qui hésitent à se lancer avant de commencer? Renseignez-vous sur toutes les formations qui sont disponibles, qui existent, auxquelles vous pouvez prétendre avoir droit. Et si vous choisissez Open Classroom, alors armez-vous de courage, soyez autonome, soyez indépendant, mais de grâce, utilisez Workplace. C'est-à-dire que quand vous posez des questions sur Workplace, quand vous êtes bloqué, n'attendez pas de voir votre mentor, n'attendez pas, posez-les maintenant, c'est pas normal. J'en ai des étudiants qui me disent j'ai passé une matinée, machin, sans résoudre le problème. Parlez-vous, les gens réagissent, vous parlez entre vous, vous répondez aux questions. Et quand vous voyez même qu'il y a des gens vous êtes passé par un projet et vous voyez que vous avez la réponse à une question, n'hésitez pas à les commenter. Le fait de transmettre le savoir, ça vous permet d'apprendre, de continuer d'apprendre encore. Et de toute façon, le web, c'est un milieu qui bouge tout le temps, où il faut sans arrêt aller chercher de nouvelles informations, ingérer de nouveaux savoirs, de nouveaux contenus, découvrir de nouvelles approches, façons de faire. Donc il faut tout le temps être curieux, et ça, cette curiosité, il faut l'alimenter par le partage d'informations le plus possible, par la recherche, par tout ça. Donc il faut être assez positif, je pense, quand on aborde une formation comme ça, positif dans le sens, on va être seul, donc il va falloir garder un cap, et pour ça, il va falloir garder intact une motivation positive dans ses rapports avec son mentor, avec les mentors évaluateurs, avec le reste de la communauté. Et puis positif surtout par rapport à vos chances d'obtenir un diplôme qui vous permettra de trouver un emploi où, on va pas se le cacher, on a quand même des facilités pour accéder à un poste assez rapidement, quoi. Tu trouves que c'est facile de trouver un job quand on sort d'une formation de développeur? Parce que moi Alors, quand moi j'ai l'impression que s'il y a un peu une saturation des juniors, non? je vois encore pas mal de postes enfin, de temps en temps, quand je suis un peu à l'écoute du marché, je regarde ce qui se passe.
il y a quand même pas mal de postes de juniors qui sont demandés. Et de toute façon, il y a des besoins de personnel junior, ne serait-ce que parce que bah, ça coûte moins cher déjà. Ouais. Et puis, c'est une ressource que, comme je te disais tout à l'heure, on peut faire monter en compétences. C'est-à-dire que les entreprises sont très intéressées à recruter des jeunes profils parce qu'elles savent que si elles arrivent à les garder en peu de temps, en fait, elles vont les faire progresser. Et donc acquérir un niveau supérieur, enfin un niveau au moins équivalent à quelqu'un qui aurait eu un diplôme par exemple et qui aurait dû payer plus cher à ce moment-là. Enfin, Ok. Moi, j'avais jamais vu les choses dans ce sens-là, mais c'est vrai que du coup, il y a vraiment c'est l'intérêt à intéressant. à avoir une pépinière de jeunes développeurs. Je te dis, leur enjeu, par contre, c'est de te garder, quoi. Après, c'est toujours pareil. C'est si ton profil leur correspond, voilà, ils vont pas prendre n'importe qui, évidemment, quoi. Mais si le profil match, ouais, un profil junior, c'est quelque chose, c'est un investissement pour une boîte. Ok, ça marche. Eh ben écoute, j'ai plus de questions, on a répondu à tous, je te remercie, c'était super, super intéressant. Je pense que ça va intéresser beaucoup de monde d'avoir l'avis d'un mentor, de quelqu'un qui se situe de l'autre côté. Je coupe l'enregistrement et je te reprends juste après. Ok, c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu autant que moi elle m'a plu. Si il y a des choses qui vous ont fait réagir, si vous voulez rebondir sur des points qu'on a abordés et tout, n'hésitez pas, les commentaires sont là pour ça, je réponds à tous les commentaires, donc n'hésitez pas. Également, si vous avez d'autres idées d'autres personnes que je pourrais interviewer, bah, dites-le en commentaire, voilà, ça fait toujours plaisir. Si la vidéo vous a plu, eh bien mettez un petit pouce bleu, encore une fois je me répète, ça fait plaisir. Et puis si tu as commencé une formation chez Open Classroom, ou bien si tu envisages de le faire, eh bien je te conseille vraiment de t'abonner, parce que bah, tu vois, on va continuer, je fais toujours plein de contenu où je parle de la formation, donc si tu es en plein dedans, je parle des projets, je t'aide à faire tes projets. Si tu envisages de commencer, eh bien je fais des vidéos sur comment se préparer à commencer la formation, notamment une vidéo que je mettrai en description sur est-ce que tu as le profil type d'un étudiant qui peut terminer en 6 mois la formation. Là, vraiment, si Open Classroom, voilà, moi j'ai une chaîne sur Open Classroom, mon but c'est d'aider les gens à prendre leurs décisions et à finir leur formation dans les meilleures conditions possibles, alors ce serait bête de se priver de ce contenu. Voilà, alors, la prochaine vidéo, dans une semaine, 10 jours à peu près, voilà, on va parler du P6, le P6, voilà, le projet 6 que j'ai fini il y a de ça 4-5 jours, c'était juste, hein, ça ne se voit pas grand chose, mais je l'ai eu. On va en parler, il y a beaucoup de choses à dire sur ce P6, hein, il y a clairement deux façons de le faire, il y en a une qui est bien meilleure que l'autre, donc on va en parler, et puis, eh bien, voilà, moi je te souhaite une bonne journée, et je te dis à très bientôt pour la vidéo du P6, allez ciao!